Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM 20h pétante en ce mardi 12 septembre 2023. Et au menu de cette émission ce soir, on va parler de quoi? On va parler de Paul Pogba. Et oui, le joueur gâché, la pioche, l'international français justement du côté de la vallée du Piémont à la Juventus du Turin. On reviendra sur ce cas de dopage. Tranquillement, avec vous, chers auditeurs et auditrices, on parlera de quoi? De Griezmann, peut-être le favori de Deschamps, ou à son corps le favori des supporters des Bleus. Ce soir, on le rappelle, du côté de l'Iduna Park, adversaire du Paris Saint-Germain dans cette fameuse Coupe des clubs champions, cette Champions League plus précisément, édition 2023-2024, avec dans son groupe, on le rappelle, le Milan AC et aussi Newcastle. On retrouvera les Bleus du côté de ce mur jaune dans l'antre du Borussia Dortmund face à la Mannschaft, l'Allemagne en pleine reconstruction, tout comme son nouveau sélectionneur. On reviendra justement sur ce match du côté de l'Allemagne, 21h, on le rappelle. Rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, c'est l'avant-match ce soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée. Le numéro du standard, on le rappelle, le 01 53 48 3000. Le débat du jour, le résultat justement de ce match de ce soir d'Allemagne versus France. Selon vous, peut-il remettre en cause la ligne de conduite des Bleus et aussi de son sélectionneur qui n'est autre que Didier Deschamps? Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, c'est parti, on commence en présentant la fine équipe qui m'accompagne ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Time Sport. Les bons parlés. Gagnez vos places justement pour le concert ou Beurre FM, votre radio préférée, et en partenariat avec nos confrères de M6. Et oui, le concert concernant cette tragédie au Maroc, tous avec le Maroc, diffusé dès demain sur les antennes du groupe M6, sur la chaîne M6, justement pour essayer de remporter ces fameuses places de concert. Rien de plus simple. Vous dirigez, vous saisissez le site internet de Beurre FM, beurrefm.net, voilà, tout simplement, et vous tomberez directement, voilà, sur la rubrique du concert, tous au Maroc, voilà, concernant ces fameuses places que l'on vous fait remporter, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, tous avec le Maroc. C'est le concert événement de demain. Voilà, on pourra vous donner même des infos à l'antenne au 01 53 48 3000. Ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura le coach Tolé, Mourad sera de la partie, sans oublier Hervé. Bonsoir Hervé, comment ça va? Bonsoir Bilal, et bonsoir, ça va très bien. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce mardi. Et ben voilà, les auditrices nous écoutent, les auditeurs aussi. Juan Trocé est là aussi, comment ça va Juan Trocé? Alors ça va bien? C'est très bien, ouais. D'autant plus que l'Espagne joue tout à l'heure. C'est ça, il y a l'Espagne face à la grosse équipe de Chypre. Ouais, la grosse équipe de Chypre. Il fait sa rentrée ce soir, vous l'avez reconnu, c'est Mickaël. On a aussi l'Algérie face au Sénégal en match amical, hein. Bonsoir Mickaël, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bah ça va, j'ai juste l'impression d'avoir amené la pluie avec moi ce soir et très content d'être ici, très belle équipe. Tu nous ramènes toujours les défaites, les pluies, les éliminations du Paris Saint-Germain. Et surtout une grosse pensée au peuple marocain dans cette épreuve très compliquée. Aïe aïe aïe. Ah ben justement, il est avec nous ce soir. C'est Mourad qu'on retrouve cette semaine. Bonsoir Mourad, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien. Oui Mourad. C'est une grosse soirée de football ce soir, hein. Ouais, grosse soirée de football. Ouais, intercontinentale. Ouais, international, c'est ça. On l'a rappelé. L'Algérie, match amical c'est Mahrez face à Sadio Mané, c'est ça, hein. Exactement. Les Algériens face aux Sénégalais. Ouais. Le vainqueur de la CAN 2019 face au vainqueur de la CAN 2022. Donc. Ouais, on a Yassine Bouhali du côté de Félix Bollard à Lens, c'est ça. Les Marocains. Oui. Les Marocains, les Lions de l'Atlas jouent dans le nord de la France. C'est bien ça. Ouais, il y est en tout cas. Qu'on soutient d'ailleurs, et grosse pensée à toutes les victimes de ce tremblement de terre. Moi, j'ai pas eu l'occasion de participer à une émission depuis cette catastrophe. Donc, on a fait des spéciales, notamment dans la matinale avec Foudil et toute l'équipe. Et on salue Beurre FM qui est toujours présent sur tous les drames et Vanessa. Voilà, qui touche un peu les pays du Sud, entre guillemets, et pas que. Donc voilà, c'est un petit message parce que j'ai pas eu l'occasion de passer en émission depuis tous ces
Ouais, toutes ces catastrophes. Voilà, c'est exactement. Ça. Mourad, on le rappelle, tous avec le Maroc, c'est le concert événement dès demain où Beurre FM est partenaire de cet événement-là. Rien de plus simple. Pour essayer de remporter des places, vous connectez sur le site internet de Beurre FM, beurrefm.net. Voilà. Et vous aurez justement toutes les informations sur le site internet. Rien de plus simple. On va parler de ce match de ce soir. 21h, c'est l'équipe de France. Avant de parler du match de ce soir, Allemagne face à l'équipe de France, on va parler aussi de Paul Pogba et aussi on a le football qui est solidaire envers le Maroc après le séisme, comme le dit si bien Laureate Fouzier. Le match amical du football entre le Maroc et le Burkina prévu ce soir à Lens a été maintenu tout de même malgré le séisme au Maroc, en signe de solidarité. Tout de même, on le rappelle à l'antenne, une collecte de dons de première nécessité aura lieu à l'entrée du stade de Lens Félix Bollaert pour les victimes de la catastrophe. Voilà, ça c'est dit. Paul Pogba, on en dit encore un peu plus sur Paul Pogba, on sait pas trop. Maintenant, il paraît c'est concernant des produits, je vais pas faire comme Boula, américain, pas américain, mais voilà, on nous dit que on a eu pas mal de je vais retrouver l'information qui est tombée. Hervé, on t'écoute. Paul Pogba, on en parlait hier sur l'antenne. Ça sent le roussi en fait. Ouais, le roussi. Il est déjà suspendu à titre provisoire depuis complément alimentaire américain. Depuis hier, il y a le clan Pogba avec en tête de gondole Rafaela Pimenta, son agent, qui a informé le déroulé prochain d'une contre-expertise pour tenter justement affirmer ou infirmer les résultats qui ont été divulgués hier. Ça sent la fin. Après, moi, je suis pas vraiment surpris dans le sens où voilà. C'est fou quand même ce que tu dis. T'es pas vraiment surpris. Pas surpris. C'est pas que je suis pas surpris, mais peut-être que dans son désir de vouloir revenir sur les terrains au plus vite, peut-être qu'il a pu faire il a pu commettre un impair, il a pu commettre une erreur. Après Pogba, ça fait quand même depuis 2021 qu'il a cessé d'être un joueur de foot professionnel. C'est quand même un joueur qui fait davantage parler de lui, plus pour de l'extra sportif que pour du sportif. Donc ce serait vraiment triste pour lui parce que, comme je le disais hier, si les résultats étaient confirmés, il serait suspendu pour 4 ans, sachant qu'il a déjà 30 ans. Ce serait la fin. Ce serait pratiquement la fin de sa carrière. Sachant que ça fait un an qu'il joue pas. Sachant en plus que ça fait un an qu'il joue pas. Il a joué 100 minutes. J'ai vu qu'il a joué 100 minutes depuis 2022, depuis août 2022. Paul Pogba, c'est comme 8 matchs. Autant que moi. C'est comme 8 matchs depuis qu'il est arrivé à la Juventus. On se souvient que du côté de Manchester United, sa dernière saison était quand même très compliquée, très laborieuse. Ouais. Donc, comme je le disais, pour moi, Paul Pogba, j'ai l'impression que depuis l'Euro 2021, il a quand même disparu des radars et il fait plus parler de lui pour l'extra sportif que pour autre chose, et c'est vraiment dommage. Ouais, Mourad, un mot concernant Paul Pogba. Oui, non, je pense que Hervé a bien résumé, c'est une fin assez triste. Après, je sais pas quels sont les résultats. Je pense que ce qu'il fallait prouver, c'était l'intentionnalité ou pas, justement, de cette prise de produit. Après, là, on en a parlé, je t'ai envoyé, on échangeait par texto Bilal tout à l'heure sur, j'ai l'impression que Pogba aurait pu servir d'exemple parce que le dopage est tellement présent dans le monde du football, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Il y a d'ailleurs c'est Jouba, c'est marrant parce que c'est Jouba, je sais pas s'il appellera. Il y a un très bon livre que je recommande du docteur Jean-Pierre de Mondenard sur le dopage qui s'appelle La loi du silence et qui prouve justement qui est disponible, qu'on a essayé d'avoir, qui est très sollicité et qui prouve justement que le dopage n'existe pas simplement dans le cyclisme, mais il existe aussi dans le football. Et justement dans le football, il y a très peu de contrôle. Donc voilà, Pogba est aussi peut-être une victime de par son train de vie, de par Pogba, c'est aussi des blessures, c'est des querelles familiales, et c'est aujourd'hui le dopage. Donc ce qui est malheureux, après la testostérone, elle est au cœur de l'actualité. Il n'y a pas que lui. Rubiales aussi est impliqué dans une affaire de testostérone, mais c'est au sens figuré. Donc voilà, et c'est triste pour Pogba. Donc moi j'attends l'intentionnalité parce que a priori on peut s'infliger ce produit de manière intentionnée ou inintentionnée, je sais pas si ça se dit. Mais il faut le prouver maintenant. Et une fois que c'est fait, il y a plusieurs scénarios à prendre en compte. Il y a peut-être aussi la Juventus qui a intérêt à ce que Pogba ait pris ses produits de manière intentionnelle, puisqu'il a encore 3 ans de contrat. C'est peut-être je crois que c'est le plus gros salaire de Serie A. 8 millions. Donc voilà, je vais pas faire mon complotiste ici, mais voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte.
Et je pense que Pogba est la bonne victime. Voilà. Et la pioche, le pauvre, elle a pas fini de creuser. Tout le monde attaque le club piémontais, on le rappelle. Le club piémontais, on accuse souvent la Leonardo Juventus. Bonucci, il a attaqué, il souhaite porter plainte contre son ancien. Juste pour finir, et ensuite je laisserai ma parole à mes collègues. On attaque souvent la Juventus, justement, mais j'ai l'impression que les scandales de dopage sont souvent découverts à la Juventus. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être le meilleur club qui combat le dopage à l'échelle, au niveau de la FIFA ou au niveau de l'UEFA. Après, il y a eu le PO, ça a été mis au grand jour avec la Juventus à l'époque des scandales autour de Didier Deschamps, etc. Après, Parme avait aussi, oui, mais là j'ai l'impression que la Juventus est la tête de Dongole en fait des scandales de dopage. Donc peut-être que c'est le club qui exerce le mieux les contrôles autour du dopage. Il y a aussi Palomino de l'Atalanta l'année dernière qui avait été contre les positifs. Bien sûr. Comme quoi, bon, ça touche pas uniquement que la Juve, mais c'est vrai que les contrôles antidopage sont quand même assez rares du côté du monde du football. Oui, on l'écoute avec si c'est la bonne victime, à coller les deux mots, c'est un peu compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'il a 30 ans, qu'il a un gros contrat, qu'il a encore 3 ans avec la Juventus, qu'il n'est pas du tout performant parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il a été blessé, son passage à Manchester n'a pas donné ce que tout le monde attendait, et du côté de la Juventus, c'est pareil, mais c'est vrai que les premières explications qui ont été données laissent quand même assez perplexe. Un complément alimentaire venu des États-Unis, conseillé par un médecin. Ça nous rappelle un peu le cas de Samir Nasri. Un ami médecin qui n'est pas au club, mais extérieur au club. En fait, c'est l'explication en soi, cette première explication, qui laisse quand même un peu perplexe. Après, sans jeu de mots, fallait pas avaler aussi qui est responsable des produits. Pour un joueur qui a effectivement 30 ans, une grosse carrière derrière lui, et qui n'est pas du tout novice dans ces affaires-là. Enfin, novice dans le sens où c'est un joueur professionnel depuis très longtemps et il sait à quoi s'attendre. Attendons effectivement voir, peut-être que c'est la victime propice, parce que il a ce gros contrat et ces 3 années encore qui le lient à la Juventus. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, les premières explications qui ont été données laissent un peu perplexe. Et puis, est-ce que, à ta réponse, c'est la fin de sa carrière ? Je pense qu'effectivement, c'est la fin de sa carrière. Il ne va pas se remettre de cette affaire, d'autant plus qu'effectivement, il pourrait être sanctionné. Et là, c'est certain que le foot, c'est fini pour lui. Petit parallèle, il y a aussi l'ancienne numéro 1 du tennis féminin, Simona Halep, qui a elle aussi été suspendue 4 ans pour dopage. Oui. Voilà. Donc, elle a fait appel, Simona Halep. Donc voilà, faudrait pas ériger Paul Pogba en tête de Turc. Voilà, ça existe, c'est très courant. Non, après, c'est pas forcément en général, parce que là, on a l'impression qu'il y a quand même je pense pas que ce soit forcément. Il y a un matraquage médiatique, j'ai l'impression, autour de Paul Pogba. On mélange tout. C'est surtout que c'est un joueur extrêmement médiatique avec son dopage, comme si c'était infligé ce produit peut-être de manière intentionnelle. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est une victime dans cette histoire. Voilà. Après oui, il faut, comme on le dit, voilà, et tant qu'il n'y a pas la contre-expertise derrière, il faut qu'il soit, il est présumé encore. Il y a encore beaucoup de paramètres à prendre en compte. Maintenant, moi, Paul Pogba, ce que je vois, c'est que carrière internationale avec l'équipe de France quand même, on peut pas lui enlever. Maintenant, sa carrière en club, parce que la question c'est est-ce que Pogba c'est un gâchis? C'est vrai qu'en club, ça fait un bon moment qu'on n'a pas de référence de Paul Pogba, notamment en Ligue des Champions, ce qui est vraiment dommage. Aujourd'hui, il a 30 ans. En club, faut jouer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et puis, il a fait le choix de revenir à Manchester un peu au sommet de sa carrière quand il était à la Juve. Manchester, qui est quand même un club très compliqué depuis des années, donc ça aussi je sais pas si c'était la bonne solution. La bonne solution, c'est celle de Luis Campos il y a 1 an, parce qu'il y avait des discussions avec le Paris Saint-Germain à l'époque, et c'est vrai que Pogba, quand on voit ce qui se passe depuis 1 an, on a quand même l'impression que c'est quand même un nid à problème. Alors est-ce que c'est de sa faute, est-ce que c'est pas de sa faute? Maintenant, c'est un joueur professionnel. Il est censé être un minimum avisé sur ce qu'il peut prendre et pas prendre. Tu sais, Mickaël, là où j'ai des doutes, c'est que justement, je parle sous le contrôle de mes collègues, peut-être que vous y connaissez mieux que moi, c'est que la testostérone, on la prend pour mieux récupérer, donc pour gonfler les muscles et pour booster la récupération. Mais Pogba, il joue pas.
En fait, il était sur le retour. Pourquoi prendre ce type de produit s'il ne fait pas 70 matchs par saison? Parce qu'il était sur le retour avant de se refaire une petite blessure. Il était sur le retour, donc je pense que dans sa préparation physique. On va revenir sur le cas de Paul Pogba. Et du dopage aussi dans le sport général, les contrôles de dopage, c'est... Merci à toi, on va marquer d'une courte pause et on reviendra avec vous, chers auditeurs et auditrices. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18 en ce mardi 12 septembre, le 01 53 48 3000, c'est pour réagir. Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, avec toute l'équipe de Time Sport qui m'accompagne ce soir autour de la table. On a Mourad, on a Mickaël, sans oublier Hervé et Juan Trossé. Allez, on va prendre du côté du standard, allez, notre consultant Jouba qui est très très loin dans l'hémisphère sud. Bonsoir Jouba. Bonsoir à tous les amis. Comment ça va Jouba? Avec vous. Ben ça va. Salut, je suis content d'être avec vous. Grand bonjour à la France, à tous les consultants, Mickaël, l'ami d'enfance qui est là. Ça fait très plaisir, le meilleur ami évidemment. Merci, frère. Big up à tous les flics racistes du Sud. Jouba, on va rester tranquille là, Jouba. Vous passez sur une antenne nationale, Jouba. Non, Jouba, tranquillement. On est national. Oui, justement, Jouba. Grand bonjour au sud de la France, à l'est, à l'ouest, au nord, bien sûr. J'aurais été local. Bien sûr, Jouba. On enchaîne, on parlait justement de dopage, du cas d'un certain Paul Pogba, l'international français. C'est vrai qu'on en parlait avec toi, Jouba, sur cette antenne, concernant le dopage, au sein même de cette grande boucle qu'est le Tour de France. Et tu m'avais dit sur l'antenne de Beurre FM, Bilal, attention, il n'y a pas que dans le cyclisme qu'il y a du dopage. Il y a aussi dans les autres disciplines. Mourad en parlait. On t'écoute, Jouba. À l'époque, on avait une petite querelle, je me rappelle, avec tout plein d'amour, parce qu'on est frères, hein, Bilal, hein. Ouais. Je veux dire, autour du dopage dans le cyclisme. Mais moi, je t'avais dit, c'est systémique. Et donc, dans le cyclisme, c'est systémique. Mais dans le foot, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on découvre autour de Paul Pogba, mais donc qu'un YouTuber que tu dois peut-être connaître, qui s'appelle Thibaut InShape, a dénoncé, a dit que c'était aussi systémique à haut niveau cette fois-ci. Moi, je pense que le dopage, c'est quelque chose qui est hélas malheureusement systémique, parce que on est dans des enjeux trop importants et qu'on leur demande toujours beaucoup plus, et qu'aujourd'hui, avec toute la présomption d'innocence, parce que pour le moment ça n'a pas encore été condamné ou quoi que ce soit, mais il faut prendre en compte tous ces risques qui sont les risques du dopage et tous ces enjeux-là autour du dopage. Voilà, donc je pense que il y a cette question-là à prendre en compte. Jusqu'à quand on peut se servir du sport à des buts de performance, à des buts de... Jouba, tu veux dire que les joueurs de football ne carburent pas à l'eau de source? Ah ben c'est dur, hein. Tu me surprends là, Jouba. Tu carbures à l'eau de source, tu vas sur le banc de touche, je pense. Pogba il est sur le banc de touche effectivement, et puis ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que peut-être qu'il a eu, encore une fois, on met tous les guillemets, on met tout le conditionnel adéquat. C'est que voilà, je pense que si à un moment donné dans ta carrière tu n'as pas recours à ces moyens-là, bah tu finis sur le banc de touche. Même si Paul Pogba, on sait que c'est très compliqué pour lui, voilà. Avec notamment, il faut le dire, hein, tous ces scandales autour de son frère Mathias Pogba, etc. C'est une spirale très infernale qui gravite autour de Paul, malheureusement, il faut le dire. Non, je faisais un peu d'humour sur ce sujet très sérieux. Ouais, bien sûr. Mais c'est toujours sérieux. Juste pour dire que le football est gangréné par les transfusions sanguines, par le PO, par les hormones indétectables. Et Jouba le souligne très très bien. Oui. Je suis un peu inquiet quand même. Alors, il est un peu inquiet. Je suis quand même inquiet à vous entendre. On revient à toi, après avoir écouté Jouba et Mourad à l'instant, enfin, tout le monde est pourri, quoi. Tout le monde est pourri selon vous. Ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de contrôle. C'est vrai qu'il y a moins de contrôle dans le football, hormis les compétitions internationales où toutes les sélections, où tous les clubs sont, enfin les sélections notamment, sont contrôlées au moins une fois dans les compétitions internationales. C'est vrai, il y a moins de contrôle, mais c'est vrai aussi que tout le monde n'est pas pourri. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire de Festina, rappelez-vous quand même, dans le cyclisme. C'est vrai qu'il y a eu des cas de dopage aussi moins que dans d'autres sports, dans le tennis. Mais on pourrait parler de l'haltérophilie. Et là, on pourrait dire tout le monde est pourri. Ce que je veux dire par là, c'est que
il ne faut pas généraliser. Je comprends bien quand Jouba utilise le mot systémique, mais la connotation du mot systémique, ça veut dire que ce serait institutionnalisé. Et ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas pourri. C'est vrai qu'aujourd'hui, la préparation d'un joueur professionnel passe par une hygiène de vie qui comporte aussi une alimentation saine et qui comporte aussi des compléments alimentaires. Mais tous les compléments alimentaires ne comportent pas de la créatine à des quantités prohibées, ne comportent pas de la testostérone à des quantités énormes. Donc, faut pas non plus généraliser. Soyons pas non plus défaitistes à ces points-là. S'il s'est fait prendre, en attendant la contre-expertise, mais s'il s'est fait prendre, qu'on ne vient pas me dire que c'est un tout jeune qui savait pas ce qu'il mangeait. C'est un joueur professionnel, international, avec l'équipe de France, qui a joué à les plus grands clubs européens. C'est quand même quelqu'un d'expérience, et s'est laissé conseiller par un médecin ami d'un ami. Écoutez, permettez-moi de douter quand même un tout petit peu. Pas très professionnel. En fait, alors, c'est ça, Michael. Oui, avant de terminer avec Jouba. C'est ce que je disais juste avant, c'est qu'on parle d'un joueur professionnel qui se fait entre guillemets épingler pour de la prise de testostérone. Moi, ça me paraît, c'est soit quelque chose, soit entre guillemets un complot, soit une énorme, je sais pas, c'est ou soit il a pris quelque chose comme ça et il s'en est pas rendu compte, mais ça me paraît, je sais pas. Oui. C'est quelque chose qui me laisse un peu sans voix, ce genre d'affaires. Étant donné qu'on est quand même dans un monde qui est dans un football qui est quand même. Michael, comment ? Ce n'est pas parce qu'on prend une pilule qu'on donne positif. Il faut prendre 1, 2, 3, 4 et sur un certain temps. Voilà, ce n'est pas. J'ai vu un verre de quelqu'un d'autre et voilà que je suis. C'est un programme que tu prends d'un jour A à un jour B avec des entraînements, etc. C'est quelque chose qui est quand même encadré, sachant que selon l'information, donc cette prise, ce complément alimentaire serait autorisé aux États-Unis, et pas autorisé en Italie. Donc à un moment donné, quand tu prends un produit comme ça, tu as un minimum de vérification, de précaution à prendre. À ce haut niveau. Moi, c'est juste pour éviter de diaboliser Pogba trop tôt. D'accord, on attend justement la contre-expertise. T'as vraiment l'impression qu'on diabolise Pogba ? Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un acharnement médiatique. C'est juste quelqu'un qui est très médiatisé. C'est quelqu'un qui est très médiatisé. Justement, juste pour finir, parce que et aussi mettre en avant les décalages qu'il y a entre les officiels de la FIFA, comme le médecin-chef, je crois que s'appelle Jviri Dvorak, qui avait dit le dopage est inefficace dans le football, versus ce que nous on a constaté depuis le Roger Rocher de Saint-Etienne, l'OM de Bernard Tapie, la Juve des années 90 et aujourd'hui Paul Pogba. C'est tout, c'est juste voilà. Éviter de diaboliser Pogba dans un premier temps. On attend la contre-expertise, l'internationalité et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du football depuis les années 20. Moi j'aimerais juste poser une question. Hervé, enfin juste Jouba peut-être va te répondre. À mes collègues autour de la table. Les auditeurs aussi. Enfin, où commence le dopage dans le football ? Enfin, je veux dire, quand t'as des footballeurs qui prennent de la créatine, qui se font injecter des embryons de cheval ou des fœtus de cheval en Ukraine, qui jouent sous infiltration, ou alors qui prennent des anti-inflammatoires ou de la cortisone, est-ce que c'est pas aussi considéré comme une forme de dopage ? Après, c'est que la limite, elle est très fine. J'imagine qu'il y a des spécialistes. C'est une question de quantité. Tu vois, c'est très fine entre des produits qui ont véritablement un rendement sur tes performances sportives ou sur ta capacité à récupérer plus vite ou à récupérer d'une blessure plus vite. Je trouve que la frontière, elle est vraiment très fine. C'est pour ça que je demande où commence le dopage et où il se termine. Jouba, on termine avec le dopage, on va passer à l'équipe de France. Chose, je pense qu'il y a la règle, c'est secret. À partir du moment où c'est secret, pour moi c'est des produits dopants. C'est pas, on n'est pas sur des produits grand public. Et je pense que c'est un des critères qui fait qu'on est sur des produits dopants. Oui. Voilà. Jouba, on l'écoute. Non, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important aussi à signifier. C'est-à-dire que aujourd'hui, on prend pour bouc émissaire Pogba. On aurait pu s'intéresser à bien d'autres cas au préalable. Aujourd'hui, on sait que la FIFA, qui est l'instance dirigeante à l'échelle internationale, a laissé faire des scandales, moult scandales, et intervenu aujourd'hui dans l'affaire de Rubial pour le bannir quasiment du football à vie. Pourquoi la FIFA n'est pas intervenue quand on avait
une institutionnalisation du foot, du racisme. C'est une affaire de testostérone aussi, Rubiales. Pourquoi la FIFA est intervenue là, alors qu'on a des affaires de racisme avec Noël Le Graët depuis je ne sais combien de temps, et la FIFA n'est jamais intervenue. C'est-à-dire que aujourd'hui Pogba est servi de bouc émissaire. Je pense pas qu'il soit bouc émissaire. Je pense pas. On en termine. Je le dis, je mets tous les guillemets, tout le conditionnel adéquat. Bien sûr. C'est-à dire que il a été testé positif, l'information est sortie. On voit de quelle origine il est, Pogba. Donc il est servi de bouc émissaire. Je pense pas. Ça aurait été n'importe quel autre joueur. Je pense que ça aurait été n'importe quel autre joueur médiatisé. Surtout que Pogba, c'est un joueur qui est assez clivant quand même sur la planète football. Donc moi, je pense que n'importe quel joueur un petit peu clivant comme lui aurait eu le même traitement. Ça me fait penser un peu au contrôle au fascisme. Merci Jouba. Il reste avec nous, Jouba. On passe. On doit enchaîner justement sur le second dossier de cette émission. On le rappelle. C'est la discussion qu'il y a eu notamment ce week-end, Didier Deschamps, longue discussion sur le terrain avec Antoine Griezmann à l'entraînement, mais ce mardi soir justement, adversaire d'un soir lors d'Allemagne-France, mais lié à vie peut-être par le succès avec l'Olympique de Marseille. On parlait des fameuses coupes européennes et hier soir et en Ligue des Champions en 93, c'est vrai, Rudi Völler, sélectionneur de la Mannschaft par intérim, et aussi Didier Deschamps se retrouve donc ce soir du côté de l'Edina Park pour ce match amical en reconstruction. Cette équipe de France, peut-être avec Griezmann en grand favori, Mourad, peut-être le faire reculer, le faire avancer. En tout cas, c'est l'homme de Didier Deschamps d'une certaine manière, l'homme préféré peut-être. C'est pour ça qu'on s'est exclamé de le mettre en titre de cette émission. Oui, le grand favori, Antoine Griezmann. Alors, équipe de France. Je sais pas trop ce que ça veut dire le grand favori, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, Antoine Griezmann, c'est peut-être le joueur le plus impactant. Le capitaine caché. Voilà, le joueur le plus impactant de l'équipe de France ces 10 dernières années. Oui. Après, il y a eu beaucoup de débats sur le paysage médiatique autour de la place d'Antoine Griezmann, s'il est top 3, top 5. Pour moi, il peut pas être top 3 parce qu'il est passé complètement à côté de sa finale à la Coupe du Monde au Qatar. D'accord, mais top 5 clairement, il a été très impactant, il s'est réinventé, on a découvert des talents à la N'Golo Kanté à la Coupe du Monde 2022, il a su jouer plus haut, il marque beaucoup, donc voilà, c'est un joueur hyper important. Mais après, l'idéaliser ou l'idolâtrer, je pense qu'on va un peu trop loin autour d'Antoine Griezmann, sachant qu'il joue dans un club, l'Atlético Madrid. On l'a fait dans le temps, certes, qu'il y a un club historique, il survole pas la Liga. Donc, moi, j'aime bien combiner les carrières en club versus les carrières il l'a survolé la Liga. Les carrières en. Il a survolé sur la Liga. En équipe nationale, c'est un très grand joueur, mais en club, pour moi, c'est encore un ton en dessous. Voilà, pour qu'il soit top 3 du football français, ce qui signifierait que le football français est quand même dans un état. On va dire si Griezmann est top 3 tous les temps du football français, c'est compliqué quand même pour la place du football français sur les je sais pas ce que vous en pensez. Mourad, réaction avec les consultants. Vas-y, mec. En termes de performance, Coupe du Monde 2018, l'Euro 2016, c'est un joueur qui a été dans tous les gros coups. Tu l'as dit, le joueur le plus impactant des 10 dernières années. En club l'année dernière avec l'Atlético Madrid, il fait quand même une énorme saison. Il met 15 buts, il met 17 passes décisives. C'est un peu son retour d'ailleurs, parce qu'avant ça, il a connu une passe un peu plus compliquée. J'ai pas envie de te citer les stats de Karim Benzema la saison dernière ou la saison d'avant. Ouais, mais Benzema n'a jamais eu l'impact que Griezmann a eu en équipe de France. C'est la différence. Non, mais Benzema n'a pas eu la chance. Justement, Benzema était interdit d'équipe de France. Benzema a subi aussi une injustice par rapport à l'équipe de France. Le fait est que. Donc je veux pas lui reprocher de ne pas avoir bien joué s'il n'a pas eu l'opportunité de porter ce maillot. Il a eu de France depuis pendant plus de 6 ans. Il a eu l'opportunité. Parce qu'il a quand même il a été banni pendant 6 ans. Il a été banni, mais il a quand même eu un nombre de matchs assez conséquent avant ce bannissement. Il s'est jamais placé comme un joueur. On est dans Minority Report, c'est-à-dire Minority Report, mais en plus, lire les crimes dans une boule de cristal. En plus, je rentre dans ton débat, alors que moi, je suis pas en train de critiquer Benzema ou quoi que ce soit. Je suis même Benzema, mais pourquoi il a parlé Benzema? On a parlé de Griezmann. C'est Mourad qui parle de Benzema, toi aussi. Mais moi, tout ce que je veux dire sur Griezmann, c'est que ça a toujours été un joueur qui a. J'ai fait que des éloges sur Griezmann. C'est un joueur. Ouais, mais le fait que tu dises que si Griezmann est top 3 ou top 5 français, ça veut dire que le football français n'est pas au plus haut. Et je te trouve un peu, parce que c'est dur. Pour moi, c'est pas un joueur majeur. C'est un joueur qui s'est potentiellement assis à la table de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi
En 2000, c'était quand en 2000 Ça fait quelques années déjà. Ça fait quelques années déjà, en 2013. Et depuis, il a disparu de la circulation. Il n'est pas assez impactant. Il a eu, après, peut-être que c'est aussi le fait qu'il ait disparu en finale de la Coupe du Monde au Qatar, c'est peut-être le fait qu'il y avait son bourreau sur le terrain, Lionel Messi, qui a peut-être été responsable de sa débâcle et de son passage infructueux au FC Barcelone. Mais pour toi, c'est vraiment important mais pour moi, il y a des Thierry Henry, il y a des Platini, il y a des Raymond Kopa, il y a Zidane, il y a, je sais pas, il y a moult joueurs qui passent devant Griezmann avant. Et je ne relève pas que la statistique. Le football, c'est aussi, c'est aussi la beauté du jeu, c'est aussi, voilà, c'est aussi des émotions. Et je pense que Griezmann, voilà, c'est peut-être un ton en dessous. Mais en fait, de quoi on est en train de parler? Parce que c'est pas la question qui était posée. Alors, justement, vas-y. On ne parle pas sur Griezmann par rapport à Platini, par rapport à Benzema. Non, c'était pas ça la question. Par rapport à aujourd'hui, depuis quelques années, surtout depuis, c'était déjà en 2016, 2010. Michael est fan de Benzema. Il a ramené Benzema sur le tapis. 2022 surtout. Ça a été on est obligé de dézoomer si on veut parler de Griezmann. Mais Griezmann était l'homme essentiel de cette équipe de France. Il a un rôle important dans cette équipe de France. Et c'est vrai qu'il, comme toute l'équipe de France, a raté, entre guillemets, pendant 70 minutes sa finale. Mais il a été un homme décisif tout au long de du mondial. Et puis, à un moment donné, il a pris quand même les clés de l'équipe de France. Quand les Pogba ne sont pas là, quand les N'Golo Kanté ne sont pas là, on est allé chercher Griezmann quand même. C'est lui qui a pris les clés de cette équipe de France. Et puis, tu parles du club l'Atlético de Madrid. Oui. C'est vrai qu'il y a eu quand même une baisse de régime pendant les 2 années où il était à Barcelone, où il n'était pas bien, il n'avait pas la confiance, il n'était pas en confiance non plus. Mais depuis qu'il est rentré, qu'il est revenu sur l'Atlético de Madrid, est un homme indispensable aussi à l'Atlético de Madrid. Il a un niveau très haut. Donc, pour l'équipe de France, aujourd'hui, d'autant plus qu'il est très bien accompagné. Et l'Atlético Madrid qui a un parcours en deçà de certains clubs comme le Real Madrid ou le Barça. Ils ne sont pas champions d'Espagne, ils ne sont pas finalistes de la Ligue des Champions. C'est Barça. Mais la question n'est pas aujourd'hui de savoir si dans l'ensemble de sa carrière il est meilleur que Benzema, meilleur que Pogba, meilleur que Platini ou meilleur je ne sais pas qui. C'est Michael qui m'a emmené sur ce terrain-là. Pour moi, il n'y a même pas comparaison entre Benzema et Griezmann. C'est un joueur essentiel à l'équipe de France. Bien sûr. Et il a gagné sur le terrain. Et il n'est pas le capitaine parce qu'il n'a pas le brassard, mais dans la réalité du vestiaire, il est certainement le capitaine que l'équipe de France avait besoin. Bilal, si tu me permets, je suis d'accord avec les deux parties. Je vais couper la poire en deux. Alors, je pense que voilà, c'est le fils spirituel de Deschamps. Il fait partie des tauliers, des joueurs référents de Deschamps depuis plusieurs années. Tant par ses qualités de leader, par ses qualités de cadre, que par ses qualités footballistiques. Après, j'aimerais mettre un bémol. Il a quand même connu un gros passage à vide en équipe de France entre 2019 et 2021. Ça coïncidait bizarrement avec son passage à vide au Barça. J'aimerais juste aussi recontextualiser les éloges de Griezmann. C'est-à-dire que c'est un joueur que lorsque les médias l'encensent, c'est souvent pour ses qualités d'abattage, pour ses efforts défensifs, pour sa capacité à savoir se mettre au diapason, pour ses qualités de repli défensif, alors que c'est quand même palpable. Voilà. Alors que c'est quand même initialement un joueur offensif, c'est quand même un attaquant, c'est quand même un joueur qui a l'Atlético de Madrid. Sauf qu'il apporte à Deschamps, Clairefontaine. C'est des choses qu'on peut pas mesurer sur le terrain. Avec Jacques, il a descendu sur le terrain. Son jeu a beaucoup évolué. Je dis pas le contraire. Non, il a énormément. Je l'ai dit en préambule. Tu peux pas dire qu'il a évolué. Tu peux pas dire qu'il a évolué parce que à l'Atlético de Madrid, il joue 9,5. Derrière soit Morata, soit Memphis. Et quand il joue à l'équipe de France, il joue limite numéro 6. On va revenir à Jouba. Tu peux pas dire qu'il a fait évoluer son jeu. Attends, laisse-moi terminer. Si en équipe de France, il joue pratiquement comme un milieu défensif. Moi, je ne remets pas en question le talent ou les qualités techniques de Griezmann. On n'en parle pas. Je dis juste que quand les médias français, les médias mainstream le lançant ou le mettent sur un pédestal, j'ai comme l'impression que c'est rarement pour son apport offensif, pour sa capacité à être un playmaker, mais plus pour sa capacité à être solidaire, à faire les efforts, à revenir parfois tacler, à revenir défendre, à prêter main forte à sa défense. C'est son rôle aujourd'hui. Je trouve que c'est réducteur. C'est pas que tacler, défendre. De Griezmann, c'est le lion de Deschamps. C'est le lion entre l'attaque et le milieu. Benzema a eu une période de disette en équipe de France et qu'il marquait pas, mais qui faisait un gros abattage défensif, qu'il était à l'avant-dernière passe, à la dernière passe, qui jouait pour l'équipe. Ouais, mais là, c'est l'homme de base. Benzema ne marque pas assez. On comptait les minutes. Ces minutes de disette en équipe de France. Et quand Griezmann ne marque pas, on le fait redescendre d'un cran. Mais on lui reproche de se réveiller. Les minutes sont marquées pour Benzema. Et justement, on lui dit qu'il a su se réinventer.
Mais moi, c'est clairement ma vision du football. Mourad a raison. Souvenez-vous, quand Benzema revient en équipe de France et qu'il y a ses matchs de préparation pour l'Euro 2021, il y a eu plusieurs de nos confrères qui comptaient le nombre de minutes où Benzema n'avait pas marqué. C'est-à-dire que si Benzema fait 2 matchs sans marquer, on commence déjà à dire est-ce que c'était bien de le ramener en équipe de France. Mais Griezmann, il a fait 2 ans laborieuses sous le maillot tricolore et on disait non, mais c'est parce que maintenant il a changé de rôle. Enfin, il y a un peu de poids de mesure. Merci Hervé, on va revenir rapidement sur le cas de cette équipe de France face à la Mannschaft du côté de Linden Park à Dortmund en match amical à partir de 21h. À de suite pour la dernière partie. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en cette dernière partie, 20h40 avant d'accueillir Vanessa. On le rappelle, gagnez vos places pour le concert tous avec le Maroc en partenariat avec nos confrères d'M6. C'est rien de plus simple. Vous dirigez sur le site internet de beurrefm.net, beurrefm tout attaché .net et voilà. Et vous essayez de remporter un nombre de places. Voilà pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Rien que pour vous, tous avec le Maroc concernant cette tragédie survenue dans la région de Marrakech. Le 01 53 48 3000, vous faites comme Jouba. On va le reprendre avant la fin de cette émission. On est toujours en compagnie de Mickaël, Hervé, Mourad et de la partie, sans oublier Controcé et le coach Tolé. Je sais pas d'où il nous vient, Bratislava ou Vladivostok, et il en est arrivé. Voilà, le super sub, il est là. C'est le dernier arrivé dans ce magnifique plateau. Toujours en retard, comme un bon vieux tacle de Nicolas Palois. Palois, que nous aimons. J'aimais bien Palois, même Madar. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Et oui, cette semaine encore, c'était Foudil à la réalisation. On le remercie tant, que vous pouvez retrouver dès demain matin, 6h, 9h, avec toute l'équipe de DJ Kim, mais aussi Mona. Le coach Tolé, je me retourne vers toi. Bonsoir, le coach Tolé. L'équipe de France face à l'Allemagne du côté du Grand Mur Jaune, Iduna Park, prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Excuse-moi, Bilal, faut pas dire Signal Iduna Park quand la Mannschaft joue, mais il faut dire le Westfalen Stadium. Parce que le Westfalen Stadium. On rentre dans la loi, etc. Le Westfalen Stadium. Surtout avec le problème d'élocution. L'élocution, c'est un peu tendu. Je sais pas. Moi, si tu me parles en italien, il n'y a pas de problème. Après, je suis pas trop polyglotte, mais bon, j'essaie de me débrouiller. T'es plus un méditerranéen, toi, Bilal. La Méditerranée, oui. Moi, je suis plus, de ce côté-là. D'ailleurs, on pense à Rome, avec notre consultant. C'est Nasser qui nous écoute ce soir. Un petit clin d'œil à Nasser qui a fait sa rentrée de l'autre côté, des Alpes, françaises. On pense à lui, à Nasser. Le coach Tolé. Bien sûr. Marseille 93, c'est un peu ce duo des sélectionneurs. Rudy Voleur et Didier Deschamps. Bien sûr. Ça peut rappeler ça aux Marseillais, mais pas que. On va pas y revenir, mais oui, Voleur a marqué en tout cas l'histoire de l'OM sur 2 saisons, avec notamment la saison où l'OM gagne avec des champions. Il finit à 18 buts, et puis formait un duo assez exceptionnel. Inattendu à l'époque, mais exceptionnel, avec Alen Boksic. 18 buts pour lui et 23 pour Boksic, qui avait remplacé Papin une saison. Et voilà, c'est vrai qu'on met souvent en avant rapidement la période marseillaise, Waddle, Papin, Moser. On le met la nostalgie me décoiffe là. Mais c'est vrai, mais cette équipe-là, qui sur le papier était peut-être moins forte, c'est elle qui l'a soulevé avec Boksic, Voleur et Pelé juste derrière. C'est vrai. C'est vrai. Justement, Controcé. Le renard des surfaces. L'Espagne joue face à Chypre. Oui, l'Espagne. On rappelle aussi. Joue face à Chypre, parce que l'Espagne n'est pas encore qualifiée et c'est un match officiel. C'est à partir dans 2 minutes, à 20h45. Ils n'ont pas oublié leur crampon, Controcé, cette fois-ci? J'espère. Non, parce qu'ils jouent en Espagne. Donc ils les ont récupérés. Non, mais blague à part, vous imaginez quelle belle affiche cette match entre la France et l'Allemagne, la France, si l'Allemagne était encore une équipe de football, puisqu'ils sont à la rue depuis un certain nombre des matchs, mais c'est la réalité. Ils sont irreconnaissables. Ils l'ont été lors du mondial. Le seul match où ils ont joué moyennement bien, c'était justement face à l'Espagne. Pour notre malheur, parce que si on avait gagné le match, peut-être qu'on serait passé avant. Mais bon, l'histoire est que ce match reste un match amical et qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et l'équipe des France pratiquement qualifiée pour l'Euro 2024. L'Allemagne qui va devoir se reconstruire. Vous avez parlé des Rudy Voleur, un entraîneur intérimaire à quelques mois de la Coupe d'Europe. Qui n'exerce pas, parce qu'il est directeur sportif. Il faudrait quand même que l'Allemagne se trouve un entraîneur fixe, qui soit capable effectivement d'amener cette équipe en à peine 8 mois
à faire quelque chose de pas ridicule lors de la Coupe d'Europe. Et puis cette rencontre, moi quand je pense à Rudi Völler, alors il y a Didier Deschamps, je pense notamment à, malheureusement à Rudi Völler et quelques-uns des crachats auxquels il était familier, puisqu'il aimait bien cracher sur ses adversaires. Et Mourad le disait, c'était aussi un tacleur entre guillemets qui aimait bien tacler, parfois vraiment au-delà de la limite qui était permise. Mais bon, ça reste une rencontre de deux grands joueurs et peut-être de grands entraîneurs si Rudi Völler venait à faire une carrière qu'il ne la fera pas. En fait, alors, Mourad, vous l'avez bien souligné, Rudi Völler, il était sur le banc d'un Mannschaft à la Coupe du Monde 2002, c'est ça ? Et il aurait pu gagner, comme Didier Deschamps, la Ligue des Champions à la fois en tant que joueur et à la fois sur le banc, mais bon, il fallait compter sur un doublé de Ronaldo, R9, selon moi le plus grand joueur de tous les temps. Et il n'y a pas de débat. Après, si vous voulez débattre, on peut débattre. On n'a pas le temps. Peut-être pour une autre. Ça se tape avec Antoine Griezmann. Mais ouais, non, Rudi Völler, tout ça pour faire un focus sur le football allemand. Pour moi, je suis plus très fan du football allemand qui pour moi s'est dénaturé. Il y a eu une révolution au niveau du football allemand. Ils ont voulu influer un peu plus de technique. Moi, je suis nostalgique des joueurs allemands, des gros sabots, des genres de bombers, pas très élégants, mais qui faisaient mal à l'adversaire. Donc on retrouve plus ces profils-là. Est-ce que c'est pas cette révolution, excuse-moi de te couper, qui les aura permis de remporter la Coupe du Monde 2014? Ouais, mais je pense que ça, c'est un épiphénomène. Je pense que justement le passage de Guardiola au Bayern a encore bourré le crâne du football allemand et les a dénaturés. Le football allemand, avant la Coupe du Monde 2014, gagnait beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont quoi? Ils ont trois Coupes du Monde, quatre Coupes du Monde, mais 3 Coupes du Monde avant celle de 2014. Donc voilà, et puis ils étaient beaucoup plus impactants. Dès qu'on affrontait les Allemands, on n'avait pas l'impression d'affronter une équipe de Guardiola bis. Donc voilà, moi c'est ce côté-là. Après, ils traversent la crise la plus importante. Donc peut-être que ça n'a pas porté ses fruits. Une des crises les plus importantes de l'histoire du football allemand, il y a celle-ci actuellement et il y a celle d'avant la Coupe du Monde 2006. Donc moi je pense que le salut, parce qu'en 2006 le salut était passé par la mobilisation autour des stades, parce que c'est un vrai pays de football. À la porte de Brandebourg, il doit y avoir 100 000 personnes à la Coupe du Monde 2006 quand il diffusait les matchs en plein air. Donc là je pense que ça va passer par là, le renouveau du football allemand. Enfin en tout cas, s'ils vont sortir la tête de l'eau, c'est la mobilisation autour des stades. Il y a des grands stades, c'est un gros public. Et je pense que le seul salut passera par là et éventuellement Nagelsmann. Juste pour te poser une question, est-ce que, enfin, tu parles de salut, de renouveau, on peut aussi ajouter qu'il y a certains postes clés de la sélection allemande où il y a une forme de carence. Oui, le poste d'avant-centre, par exemple, tu peux pas gagner de compétition si t'as pas d'avant-centre. Voilà, ils sont quand même allés à la Coupe du Monde avec Wolfskrug, un mec qui était quand même inconnu au bataillon. Ça manque quand même de latéral droit. Là, lors du dernier match, on avait Hansi Flick qui a fait redescendre au poste de latéral droit Kimmich, qui ne jouait plus à ce poste-là depuis plusieurs années. Au poste de latéral gauche, depuis comme le départ en retraite de Philippe Lahm, et quand même pas non plus de grands joueurs qui soient vraiment affirmés. Donc il y a quand même pas mal de carences à certains postes clés. Enfin moi je pense que peut-être que c'est un problème au niveau de la formation. Peut-être que c'est on est très très loin du proverbe de Gary Lineker qui disait le football est un sport qui se joue à 22. C'est toujours les Allemands qui gagnent. Angleterre, Allemagne. Andreas Brehme, Gary Lineker. Là aujourd'hui, on est sur des profils clones, Gundogan, Musiala qui est très fort. Ils ont peut-être une petite génération sur lesquelles ils peuvent compter. Mais je pense que c'est pas assez talentueux pour aller au bout. Je pense que ça manque de talent à certains postes clés et ça manque peut-être un peu de caractère. Je pense que ça manque, je pense que ça manque un peu de leadership. Aux antipodes de l'Allemagne traditionnelle. Oui, voilà, quand t'as connu des mecs comme Effenberg. Merci, c'est le joueur que j'avais en tête. Un joueur que je kiffais. Janker aussi. Voilà, ça manque un peu de ce genre de figure. Peut-être que les joueurs actuels sont peut-être un peu trop lisses. Je pense à des mecs comme Gundogan, à des mecs comme Kimmich, à des mecs comme Leroy Sané, qui n'ont pas forcément ce côté leadership, ce côté, voilà. Le coach Tollet. Je pense à Kai Havertz. Pour moi, si tu me dis pas qu'il est allemand. Non, mais ça me fait, tu vois. Pour rejoindre Mourad, faut oublier, il y a quelques années quand même, 82 finalistes, 86 finalistes, on parle de Coupe du Monde, sans oublier l'Euro, 90 vainqueurs, 94 quarts de finalistes du Mondial, 96 vainqueurs de l'Euro. Non mais ils surdominaient le football mondial entre guillemets avec le Brésil et européen. C'était la RFA et la RDA, c'était même pas l'Allemagne dans sa totalité. Oui, c'était devenu la RFA après, exactement. Mais comme le dit, alors c'est vrai que sur le papier, même si comme le dit Hervé, il y a des carences, il sait certainement mieux que moi.
quand on voit quand même l'effectif allemand, on se dit quand même à chaque début de compétition, l'Allemagne, on les quand même considère comme des favoris, outsiders, voire des favoris. Il y a quand même des postes où tu te dis, attends, il y a quand même moyen de faire un truc. Attention, et au final, malgré le talent, et c'est ça qui m'étonne un peu, c'est que contrairement à la génération vieillissante de Matthaus, où bon, les mecs avaient 35 ans, on sentait qu'il y avait un vrai souci au niveau de la formation. Oui. Là, j'ai le sentiment que le talent est quand même présent, ça ne suffit pas. Par contre, comme tu disais, Mourad, il y a plus cette niaque qu'on a connue. C'est des redoublements de phase. On n'a pas l'impression de voir l'Allemagne jouer. C'est ça qui est assez dingue, c'est que il pensait, en prenant Hansi Flick qui avait tout gagné avec le Bayern, il pensait repartir sur une bonne lancée. Et là, au final, les 5 derniers matchs de l'Allemagne, c'est un nul, 4 défaites, et c'est pas des gros adversaires en fait en face. La dernière victoire, c'est contre le Pérou en mars. Sinon, c'est défaite contre la Colombie, match nul contre l'Ukraine, défaite contre la Pologne et défaite contre le Japon 4-1. Oui, mais il y a plus petite équipe. Mais à ce niveau-là, quand même. À ce niveau-là, l'Ukraine aujourd'hui, il y a des joueurs qui sortent du lot. La Colombie, c'est un pays de football. Je suis assez d'accord, Mourad. Mais le là, Japon, quand tu les alignes, quand tu pas parler de Mitoma. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des très bonnes équipes. Je suis d'accord avec toi. Mais t'es l'Allemagne et c'est que ça fait quand même une série de 5 matchs sans victoire. Que tu perdes contre le Japon, que tu perdes contre la Colombie, c'est pas un problème. C'est une spirale infernale. La spirale qui se passe actuellement en Allemagne, elle est désastreuse. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a des carences. Il y a certaines carences à certains postes, il n'y a plus de gros numéro 9, il n'y a plus de profil à la Klose à l'époque. Il faut une union sacrée autour de l'entraîneur. Comme à l'époque en 2006, il y avait une union sacrée autour de Klinsmann. Là, je pense que le prochain, alors potentiellement, j'ai identifié, et je pense que vous le savez aussi, Nagelsmann serait peut-être le profil idéal, et il faudrait qu'il y ait une union sacrée autour de lui. Peut-être Glasner de Francfort, mais après Glasner, c'est un Autrichien. Mais c'est vrai que à la tête de l'Allemagne, c'est vrai que quand on essaye de penser à des quand on essaye de penser à de vrais tauliers comme les joueurs que vous avez cités précédemment, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. On peut penser à Thomas Müller forcément, mais après voilà, Thomas Müller il commence un petit peu aussi à prendre de l'âge et on n'a pas l'impression qu'il y ait des joueurs qui peuvent aujourd'hui faire cette union sacrée. Il va falloir que le sélectionneur qui arrive ait un discours qui soit convaincant, et surtout Nagelsmann, vu ce qui s'est passé dernièrement, vu les résultats qu'il a pu avoir avec le Bayern, même s'ils n'ont pas été si mauvais que ça. Mais il y a eu des problèmes. Après analyse, quand tu vois le passage de Tuchel, tu te dis que finalement Nagelsmann, c'était peut-être pas un si mauvais choix que ça. Il y a eu des problèmes en termes de management avec Nagelsmann au Bayern. Et savoir est-ce qu'un entraîneur comme ça, qui a eu des soucis récemment dans les vestiaires, quand il a été annoncé au Paris Saint-Germain, on parlait qu'il prenne un adjoint pour justement pour avoir une meilleure relation avec le vestiaire. Est-ce que cet homme-là est capable d'arriver en Allemagne et de pouvoir remettre ça en forme? Je suis pas forcément sûr. Et n'est pas sûr. Surtout Mickaël, est-ce que comme l'a dit Mourad, Nagelsmann ou un autre, excuse-moi, Juan José, est-ce que l'environnement autour du futur sélectionneur sera aussi bon? Moi, j'ai le sentiment que t'as ces anciennes gloires allemandes qui se tirent un petit peu la bourre là, qui ont chacun leur coach, et que que c'est un peu compliqué quoi. C'est sûr. Mais cette crise quand même, elle date parce que rappelez-vous le mondial 2018 aussi, l'Allemagne était à la traîne. Elle avait beaucoup souffert. D'ailleurs, elle n'est pas passée au premier tour. Non, le premier tour. Elle a été éliminée lors du premier tour aussi. Donc, et vous parlez de Nagelsmann, je suis d'accord avec vous dans le sens où il a peut-être la qualité technique pour diriger cette équipe d'Allemagne, mais ce n'est pas un homme de vestiaire. Il l'a prouvé. Effectivement, il a été viré parce que il a eu des problèmes en vestiaire, et l'entourage de Nagelsmann, notamment sa compagne, est très mal accepté. Les journalistes fait passer des scoops. C'est pour ça qu'il a été d'ailleurs viré du Bayern. Peut-être que vous pouviez penser aussi à Xabi Alonso pour entraîner l'Allemagne. Très bonne idée. J'avais pas pensé à Xabi Alonso. Je le vois pas. Mais c'est vrai. Vu comment ça se passe au Bayern, je devrais plutôt succéder à Tuchel dans les prochains mois. Ou à De La Fuente. Moi, je verrais bien revenir en Liga. Comme je disais, moi, je suis plus adepte de garder cette ligne, cette identité en équipe nationale. J'ai pas envie de mettre un Xabi Alonso à la tête de la Mannschaft, parce que voilà, j'ai pas envie de voir la Mannschaft jouer comme la Roja de qui a dominé le football mondial entre 2008 et 2012. On a Malik de Troyes qui nous passe le bonsoir aussi, à Mounia de Pau, sans oublier Nasser et Abdel. Voilà, Abdel depuis Paris qui
qui nous écoutent. Et on vous rappelle rapidement, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour gagner vos places pour le concert Tous avec le Maroc, en partenariat avec nos confrères de M6, le concert aura lieu justement demain soir sur l'antenne d'M6. Un plus simple, beurrefm.net, beurrefm tout attaché.net, voilà, et essayez de remporter justement des places concernant ce fameux concert concernant la tragédie, excusez-moi, survenue sur la région de Marrakech. La suite des programmes avec Vanessa qui arrive, 21h, 23h, et nous on se retrouve dès demain. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.